Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour sur cette chaîne YouTube où je ne suis pas venue depuis plusieurs semaines. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'était sur la première ministre Sanae Takaichi. Je n'en ai pas fait depuis et puis il est bien probable qu'aujourd'hui aussi je revienne encore sur Sanae Takaichi. Je vais quand même vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre-temps, hein. J'ai beaucoup passé de temps en reportage, notamment dans la zone sinistrée en mars 2011 par le tsunami et qui a provoqué ensuite l'accident de Fukushima. Donc j'étais à la rencontre d'habitants des zones sinistrées qui ont été forcés de déménager, dont la vie a complètement été chamboulée depuis le tsunami. Certains s'en sortent très bien, certains psychologiquement s'en sortent beaucoup plus mal. Et ce sont ces gens aussi que je suis allée voir, ainsi que des médecins sur place, pour voir quelles étaient les conséquences, non pas physiques, mais psychiques, du tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima. Et on se rend compte qu'en fait, l'accident nucléaire de Fukushima, s'il n'a pas fait de victimes à cause des radiations, il a fait quand même beaucoup de victimes de décès induits, des décès induits qui sont par exemple des décès liés au changement des conditions de vie. Et puis, il a fait beaucoup de victimes de stress post-traumatique qui, eux, sont souvent détectés plus tard et qui souvent sont aussi mal détectés, confondus avec des dépressions, particulièrement au Japon où on a moins cette culture du soutien psychologique nécessaire après des traumatismes, comme ça a pu être le cas pour le tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. Donc j'ai travaillé sur ces aspects. Mais là, cette fois, j'aurais pu vous partager quelques éléments de ces reportages. J'ai préféré en fait me concentrer sur mon travail, c'est-à-dire les données. Non, je suis payée pour le faire, aux radios et à Libération en l'occurrence, où j'ai fait avec un photographe japonais plusieurs pages dans Libération sur ces thématiques. Alors aujourd'hui, je vais vous reparler de la première ministre Sanae Takaichi et d'un aspect très particulier qui est en fait très gênant pour les médias dans la façon dont Sanae Takaichi se comporte lorsqu'elle rencontre des dirigeants étrangers. Alors, elle en a rencontré beaucoup, en fait, depuis qu'elle est arrivée. Il faut lui reconnaître qu'elle a eu, d'entrée de jeu, depuis octobre 2025, une activité diplomatique plutôt intense. À la fois, elle a participé à des sommets multilatéraux en Asie. Elle est allée à Washington dernièrement. Elle a accueilli à Tokyo plusieurs dirigeants. Donc, elle a une activité qui est quand même diplomatique, qui est quand même intense et qui est rendue encore plus intense et nécessaire par la situation internationale dont pâtit grandement le Japon, puisque avec la fermeture du détroit d'Ormuz, eh bien, ce sont 90% des importations habituelles de pétrole du Japon qui sont ainsi bloquées. Et donc, il est obligé de se fournir ailleurs, notamment aux États-Unis, ou de puiser dans ses réserves stratégiques. Officiellement, le Japon a 8 mois de consommation habituelle en réserve. Alors 8 mois qui risquent de s'épuiser plus vite que prévu parce qu'il y a dans ces périodes-là une tendance à la surconsommation de la part des clients. Et puis aussi parce que, en fait, ces 8 mois de réserve correspondent à 8 mois selon un mode de calcul, mais à seulement 6 mois si on prend un autre mode de calcul. Donc voilà, c'est un peu sujet à caution. C'est pas le thème du jour. Le thème du jour, en fait, c'est plutôt de m'intéresser, comme je vous l'ai dit, au comportement de la première ministre Sanae Takaichi lorsqu'elle rencontre des dirigeants étrangers. Et il y a plusieurs aspects là-dedans. Le premier, c'est que pour les médias, elle présente vraiment très bien, elle est très avenante, elle est très souriante, elle est très accueillante, elle est très amusante même. Et c'est peut-être là le problème, en fait. Parce que cette première ministre a pris une habitude lors de ses rencontres diplomatiques, et qui est de mettre en scène quelque chose qui puisse être retenu facilement par les réseaux sociaux. Essentiellement, il semblerait que ce soit ce qu'elle vise en priorité, faire un peu de buzz sur les réseaux sociaux. Et le fait est que ça marche très bien.
Donc à chaque rencontre avec, un dirigeant étranger, eh bien, elle va, penser, soit une réplique, soit une attitude, au préalable et qu'elle va un peu mettre en scène et qui va se retrouver partout. Alors je vais vous donner, 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est lorsque devant un parterre de dirigeants, des pays, arabes, eh bien, elle a repris une réplique du manga L'attaque des Titans, et elle l'a dit en anglais et en disant fermez vos gueules et investissez en moi. Globalement, c'était la réplique, et c'est une réplique de l'attaque de Titan, mais dit comme ça, effectivement, ça passe pas très bien. Sauf, voilà, c'est devenu un moment médiatique, même si les dirigeants en question ont été un peu surpris par cette réplique. Alors ça, c'est le cas de l'échec, mais il y a le cas de la réussite. Alors c'est l'échec vis-à-vis du dirigeant, hein, mais c'est une réussite médiatique néanmoins, puisque c'est repris. Il y a une autre scène très connue, dont vous avez sans doute vu les images, c'est avec le président sud-coréen. Alors pour le coup, moi j'étais à ce sommet et à l'annonce conjointe des résultats du sommet par la première ministre japonaise et par le président sud-coréen. C'était à Nara, donc le fief de Sanae Takaichi, hein, près de Kyoto, dans sa ville. Et donc, il y avait un sommet très intéressant, avec des conclusions très intéressantes. Quand on connaît les relations qui ont été très sinusoïdales entre la Corée du Sud et le Japon, eh bien, il y avait des résultats concrets, très intéressants dans ce sommet. Mais est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? J'imagine que non, puisque ça n'a pas du tout été repris, médiatisé à l'étranger. Ce qui l'a été à l'étranger, en revanche, eh bien, c'est la cession de batterie entre la première ministre et le président sud-coréen. Et oui, à l'issue du sommet, pendant un dîner, eh bien, elle avait imaginé de donner un cours de batterie au au président, pardon, sud-coréen. Et donc, les deux se sont mis à jouer de la batterie, tant et si bien que tous les médias dans le monde ont repris cette scène. Aucun, quasiment, n'a parlé du contenu du sommet. Autre scène de ce même acabit, lorsque la première ministre Sanae Takaichi très récemment a reçu à Tokyo notre président Emmanuel Macron, eh bien, à la fin de l'annonce conjointe, parce qu'ils font pas de conférence de presse, elle veut pas de conférence de presse, elle veut pas répondre aux journalistes, mais elle veut bien parler de façon unilatérale à la presse conjointement à un dirigeant étranger, en l'occurrence Emmanuel Macron. Donc, à l'issue de cette déclaration conjointe, eh bien, elle, à la surprise apparemment d'Emmanuel Macron lui-même, elle a fait un geste très connu qui est tiré de Dragon Ball, du manga Dragon Ball, qui est le Kamehameha. Et donc ça, cette scène, à nouveau, s'est retrouvée partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et là encore, la question, c'est qu'avez-vous su finalement des résultats de ce sommet? Pour beaucoup, peut-être d'entre vous, vous avez vu cette scène du Kamehameha, mais vous n'avez peut-être pas eu, même si les médias français ont quand même fait un effort puisque c'était le président Macron, mais vous n'avez peut-être pas beaucoup retenu quelles étaient les conclusions, les résultats de ce sommet. Et c'est là que je pointe un problème dont j'ai fait un article d'ailleurs récemment dans le magazine Newsweek Japon, c'est que finalement, en mettant en scène ces moments, la première ministre japonaise crée le buzz, mais tue aussi l'information. Et ça, c'est extrêmement problématique. Alors, c'est peut-être pas tant sa faute à elle que la faute aux médias qui, effectivement, maintenant ont une tendance à aller vers les moments visuels les plus amusants, ceux qui vont faire le plus de clics, etc., malheureusement, au détriment de l'information importante. Donc, c'est sur le plan des reprises médiatiques, effectivement, c'est une grande réussite sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Mais sur le plan politique, c'est catastrophique. De mon point de vue, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'elle tue elle-même l'info. Elle nous oblige presque, journalistes, à parler de ce moment médiatique au détriment de l'information. Alors, personnellement,
Je n'en ai pas parlé dans l'article notamment que j'ai fait pour Libération. Je n'en ai pas parlé dans d'autres publications, que ce soit à la radio ou dans la presse magazine, parce que je ne veux pas me laisser entraîner dans cette facilité qui est de ressortir une scénette amusante, fut-elle vraiment réussie. Je considère que oui, c'est les réseaux sociaux. Si ça amuse les réseaux sociaux, pourquoi pas? Et les gens les verront sur les réseaux sociaux. Les médias n'ont pas à se réseau société eux-mêmes, en fait. On n'a pas à se réseau socialiser, si vous voulez, ou prenez l'expression que vous voulez. Mais en tout cas, cette tendance aussi des médias à aller vers ce qui plaît aux gens sur les réseaux sociaux, c'est casse-gueule. C'est couper la branche sur laquelle on est assise. Je pense que c'est pas notre travail. Notre travail, c'est de donner l'information, le contenu. Malheureusement, c'est la tendance et je pense que même si beaucoup de mes confrères sont sans doute d'accord avec moi, on aura du mal à changer cette situation qui s'installe. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est de faire comprendre aux politiques que ça dessert leur message politique, que de faire ce type de mise en scène. Ça les dessert sur le plan surtout dans des circonstances comme on les connaît actuellement, où on a plusieurs guerres à affronter, où le Japon est à la merci des ouvertures-fermetures du détroit d'Ormuz pour son approvisionnement énergétique. C'est quand même pas le moment de griller un message politique important au profit d'une scénette amusante qui, certes, restera peut-être dans les annales des réseaux sociaux et fera le tour de la planète 10 fois, mais c'est quand même pas là qu'est le travail important des responsables politiques. L'autre reproche qu'on peut formuler à l'adresse de la première ministre Takaichi, c'est qu'elle considère qu'en Occident, les gens s'appellent par le prénom et donc qu'il est tout à fait légitime pour elle, quand elle reçoit un dirigeant étranger, un président, etc., de l'appeler par son prénom. Alors, après tout, quand ils sont ensemble, tous les deux, ou en petit comité, qu'elle appelle Emmanuel Macron Emmanuel, ou qu'elle appelle Donald Trump Donald, sans même rappeler le titre, après tout, pourquoi pas? Le problème, c'est lorsque il y a des déclarations conjointes et qu'elle se permet de dire « je suis contente d'être avec Emmanuel, je suis contente d'accueillir Emmanuel » ou « je suis contente d'aller à tel endroit avec Emmanuel ». D'autant que, en écoutant bien ce qui se dit lors de ces déclarations conjointes, eh bien, Emmanuel Macron, notre président, lui, à chaque fois, a dit « Madame la Première ministre, chère Sanaé ». Donc il l'appelle par son prénom, mais il y met les formes, il y met la courtoisie qui s'y est, c'est-à-dire le rappel de son titre, le vouvoiement et le cher, alors qu'elle se contente d'un Emmanuel, ce qui en japonais, elle passerait pas un instant, mais elle considère que les Occidentaux s'appelant généralement par leur prénom, eh bien, cela pouvait suffire. Il serait bien que quand même son entourage lui rappelle que non, c'est pas très approprié, surtout que j'ai assisté pour ma part à une autre scène où devant des caméras, elle a dit je suis heureuse d'être ici avec Emmanuel, et où le traducteur a traduit je suis heureuse d'être ici avec Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel. Voilà, donc c'est le traducteur qui a mis les formes pour que le président entende une phrase qui soit courtoise, polie, qui sied au protocole, alors qu'elle-même avait complètement oublié de faire toutes ces mentions de titre et de courtoisie. Voilà, j'arrête là pour la première ministre japonaise. On pourrait raconter des tas de choses sur elle, sur la façon dont elle dirige son pays, sur la façon dont elle est traitée par une partie de la presse d'extrême droite et puis la presse plutôt de gauche, etc. Il y a énormément de choses à raconter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste un constat du comportement d'une première ministre qui essaie de faire le buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais qui le fait malheureusement au détriment de son message politique, et c'est bien dommage.